On est dans la presse pour dénoncer. On tient des conférences, des manifestations. Cependant, la corruption ayant été dressée comme système arrive à résister en dépit de nos efforts à imposer sa loi et même à s'ériger comme norme ou encore tenter de s'ériger comme norme. Étant donné que la corruption résiste à nos efforts, eh bien à nous aussi d'insister sur nos efforts, de conjuguer les efforts tant des institutions privées, des institutions publiques que les initiatives de la société civile afin de contrer les effets néfastes de la corruption dans notre pays. Et c'est pour cela, au niveau de la chaire de gouvernance, que nous nous sommes fixés comme objectif de élever le niveau de lutte contre la corruption à un niveau académique en concevant d'abord des modules de formation à des fins d'enseignement supérieur. Ici dans la salle, je peux voir des têtes de rédacteurs de ce document qui est déjà en rédaction. Aussi inciter dans des recherches dans le domaine. Et sur ce, nous pouvons par la suite voir des représentants de ceux qui concourent à ce concours de licence en lutte contre corruption. Et en troisième lieu, sensibiliser le plus de gens possible à conjuguer leurs efforts et créer ainsi cette demande sociale et arriver à constituer la force, le rapport de force nécessaire pour faire face à la lutte contre la corruption, pour faire face à ce fléau qui est la corruption. Et ce troisième point est essentiellement l'objectif visé par le forum anticorruption conçu par la chaire de gouvernance de l'AFPEC. Nous ne sommes pas à notre premier essai. Dans un premier temps, on avait réuni les associations professionnelles qui exposaient les 10 problèmes les plus récurrents de leur secteur respectif et proposaient 10 solutions. Et avec leur présentation, nous avons l'annuaire que vous avez en main là, l'annuaire Haïti 10 sur 10. Cette année, on va répliquer cette initiative, cette fois avec des présentations sur la lutte contre la corruption et réunir les différentes présentations pour avoir une prochaine édition de l'annuaire sur la lutte contre la corruption. Le Centre Toussaint Louverture s'associe à l'événement de ce matin, 3 en 1, lancement du forum anticorruption, lancement de la chaire anticorruption de la FPEC et lancement de la 3e édition du prix Patrice de Renocourt contre la violence. Le prix est instauré par le centre en vue de garder toujours vivant cet homme, avocat, défenseur des droits de l'homme, ingénieur, criminologue, professeur d'université qui est Patrice de Renocourt, victime du fléau qui nous ronge. Le prix est une façon pour le centre d'exprimer son désaccord, son dégoût, sa douleur à ce fléau, mais aussi un bon prétexte pour présenter à notre génération, à la génération future, le modèle de serviteur, le modèle d'homme qu'est Patrice de Renocourt. Ce prix vise à récompenser une personnalité, une institution qui s'est distinguée dans la lutte contre la violence. Alors, cette année 2023-2024, on va s'associer la violence avec la lutte contre l'anticorruption. Cette année, l'aspect sera mis sur la lutte anticorruption. On est en droit de croire que la corruption est une source ou un chemin qui conduit vers la violence, l'insécurité, la séquestration. La corruption est tellement liée à la violence, il serait difficile de déterminer qui a engendré l'autre,
qui vient avant? Ce qui nous rappelle le dilemme, la poule et l'œuf. Donc, pour la 3e édition, le centre, dans le cadre du prix Patrice de Renoncourt, va primer une personnalité, une institution s'est distinguée dans la lutte anticorruption. Le thème de ce matin est placé sur une administration publique sans corruption. Ce thème ne doit pas être perçu comme le label d'une journée de 2 heures de temps, mais doit être l'objectif de l'administration publique haïtienne, l'objectif de tous, c'est un idéal à atteindre. En termes de contribution que l'OMRH peut porter, comme il a été demandé à l'OMRH de regarder la contribution qu'elle peut porter, la contribution de l'OMRH se situe au niveau de la prévention de la corruption. En termes, l'OMRH est d'ordre stratégique, l'OMRH n'intervient pas dans l'opérationnel en tant que tel, donc l'OMRH peut se contenter de dicter des normes relatives à la gestion des carrières basées sur des règles méritocratiques avec une classification des emplois, développement des compétences, évaluation de la performance, des promotions qui se fait sur les règles méritocratiques des agents de la fonction publique. Et ce système devrait être sensible aux normes éthiques et aux règles déontologiques. C'est des actions qu'on doit ensemble mettre en œuvre pour avoir une administration publique sans corruption. De fournir un certificat de police quand on fait les recrutements. Et donc, c'est des actions à entreprendre, bien sûr. On voudrait à l'OMRH demander à ce qu'il y ait un certificat de police et le cas échéant, des certificats de bonne vie mœurs et pour les potentiels fonctionnaires, des agents de la fonction publique, et surtout d'effectuer un vetting ou une enquête de proximité sur les candidats aux emplois de la fonction publique, notamment les emplois de gérance. Et nous pensons également qu'il faudrait sensibiliser, donc organiser des séances de promotion et de sensibilisation sur l'arrêté qui définit les règles déontologiques et renforcer, bien sûr, les dispositifs de contrôle. Il y a une unité à l'OMRH, une unité de contrôle de gestion des ressources humaines qui fait un contrôle de conformité, qui doit donner un avis de conformité sur les décisions de mouvement de personnel. Il faudrait renforcer ce contrôle pour s'assurer que l'accès à la fonction publique se fait conformément aux normes en vigueur et tout en respectant les règles d'éthique et déontologique dont on avait parlé tout à l'heure. En matière de contrôle et de gestion des ressources humaines, je continue. Il faudrait aussi faire un plaidoyer pour la mise en place d'une base de données des antécédents pénaux des gens qui sont des potentiels candidats à la fonction publique. Ça permettrait à l'OMRH de se référer lors de l'octroi de l'avis de conformité et à cette base de données pour voir est-ce que les gens qui vont intégrer l'administration publique n'ont pas d'antécédents pénaux, est-ce qu'ils ne sont pas frappés par des peines qui l'empêchent de devenir des fonctionnaires. Donc, c'est des actions, à notre sens, qui peuvent être réalisées au sein de la fonction publique. S'agissant de la conception de l'USCC d'une fonction publique sans corruption, cette préoccupation a été déjà débattue, a été déjà répondue par le décret, non seulement par le décret du 8 septembre 2004 portant création de l'institution, mais également par son contexte de création. Il faut dire qu'il y a certains faits majeurs qui ont amené à la création de l'USCC. Il y a, d'une part, en 2003, la publication du classement de Transparency International où Haïti était classé en queue de peloton parmi les pays les plus corrompus du monde. Et ensuite, il y a eu la signature de la Convention de Mérida qui fait obligation aux États parties de créer un ou des organes anticorruption, de manière à lutter contre la corruption dans chaque pays. Haïti, à cette époque, avait fait le choix de créer plusieurs institutions luttant contre la corruption. C'est pour cela que vous avez vu, en 2004, l'USCC a été créé, en 2005, l'OMRH a été créé, et ensuite l'IGF 3 ans plus tard,
et on a trouvé la CNMP et d'autres institutions luttant contre la corruption. Maintenant, le législateur a donné à l'USCC ce mandat, de lutter contre la corruption sous toutes ses formes au sein de l'administration publique et a conféré à l'USCC cette charge principale d'institution de lutte contre la corruption au sein de l'administration publique. Donc, s'agissant de cette conception, ça a été déjà répondu par le décret. Maintenant, le législateur a initialement conféré et confiné l'USCC de combattre la corruption uniquement au sein de l'administration publique, ce qui a été évolué par la loi de 2014 portant prévention et répression de la corruption, où cette loi a permis à l'USCC d'élargir les champs de compétences de l'USCC. Maintenant, l'USCC peut intervenir dans le domaine privé quand il s'agit de pratiques commerciales ou concurrentielles ou bancaires déloyales. Désolé si je n'ai pas dit que l'USCC est un organisme public autonome à caractère administratif et financier placé sous tutelle du ministère de l'économie et des finances. Maintenant, quels sont les voies et moyens pour y parvenir? Le décret du 8 septembre 2004, dans le décret, il y a deux grands axes d'intervention de l'USCC. D'abord, il y a la prévention, il y a ensuite la répression ou encore la conduite des enquêtes. Pour la prévention, l'USCC, pendant 18 ans, fait des sensibilisations partout. L'année dernière, l'USCC a pu toucher environ 9 000 élèves dans le département du Nord-Est, pour leur expliquer, pour leur dire que voler l'État, c'est effectivement voler, pour contrecarrer cette tendance qui fait comprendre que voler l'État n'est pas voler. On le fait à la base, cette mission de sensibilisation, cette mission d'éducation. C'est pour cela également, parmi les voies et moyens, l'USCC a initié les conférences départementales. Ces conférences où on rencontre à chaque période les élus locaux, les autorités locales. L'USCC, cette institution porte depuis 18 ans, a créé récemment la CEDAC, qui est un centre de documentation anticorruption avec la Bibliothèque nationale, où les étudiants, c'est pour cela que l'USCC apprécie très très bien ce travail et que fait l'AFPEC dans la lutte contre la corruption, parce que je dois rappeler que l'AFPEC, comme organisme de la société civile, fait partie du système national d'intégrité, tout comme il y a beaucoup d'autres institutions qui représentent une pyramide. Maintenant, d'autres voies et moyens que l'USCC a fait, c'est la création de la chaire interuniversitaire et anticorruption qui sera logée à la faculté de droit et des sciences économiques.